Alors, bonsoir, mesdames les mairesses et messieurs les maires, et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-Laurent, qui débute à 19h50 ce mercredi 15 juillet 2020. Selon l'arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet, il est possible de tenir les séances du Conseil par tout moyen permettant à ses membres de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix. Étant donné l'interdiction de rassemblement intérieur, les séances du Conseil peuvent se tenir sans la présence du public. Également, toute séance doit être rendue publique dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les membres du Conseil et le résultat des délibérations. Ainsi, la présente séance fera l'objet d'un enregistrement audio et sera diffusée sur le site web de la MRC, permettant à tous les citoyens et à toutes les citoyennes d'y accéder. Pour débuter la séance, je procéderai à la prise des présences. Assiste en personne à la séance extraordinaire au bureau de la MRC situé au 10 rue King, bureau 400 à Huntingdon. Monsieur Jacques Poirier, maire de Garmanchester et préfet suppléant. Gino Moretti, maire de Saint-Anicette. Sidney Anderson, maire de la Bloc. Caroline Cameron, mayor of Hintonbrook. Douglas Brooks, maire de Franklin. Rick Rapey, maire of Howard. Paul Lagarde, maire de Fondstown. Gilles Dagenet, maire de Saint-Gilles-Oscombe. Linda Gagnon, mairesse de la municipalité de Canton-Dundee. assiste au moyen de la visioconférence. Monsieur André Brunette, maire de la ville de Huntingdon. Agnes Madame? McKell. Ouais. Agnes McKell, mayor of Tracy-Sacrament. Okay. Assiste au moyen de la conférence téléphonique. Deborah Stewart Mattis of Elgin. Merci. Et Laurent Lampont, directeur général et secrétaire trésorier. Et Chantal Isabelle, directrice générale adjointe et greffière. alors, merci beaucoup. Oui. Je m'oublie toujours. Oh, Louise Lebrun, mairesse de la municipalité de Sainte-Barbe et préfet de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Alors, merci beaucoup tout le monde. Nous allons maintenant procéder, vous avez l'ordre du jour, au point 1, ouverture de la séance, proposée par M. Anderson et appuyée par M. Poirier. Au point 2, adoption de l'ordre du jour, rien à modifier, rien à ajouter. Alors, c'est proposé par M. Dagenet, appuyé par Mme Gagnon. Je m'excuse, j'ai à Varia, j'aimerais ça ajouter le dépôt de la résolution de Huntingdon qui s'oppose à la cession du quai régional de Port Louis. J'aimerais ça que ça soit inclus dans notre ordre du jour. Soit à Varia ou à... Monsieur Brunette, on va le mettre en point 12.1. Merci. OK. Résolution de la ville de Huntingdon. Un dépôt. Résolution de Oh oui. Saint-Chrysostome, on va le... À moins que Saint-Chrysostome souhaitez faire la même chose pour votre résolution. OK. Et, oui. Madame, oui, Madame Cameron. J'ai information concernant le pont à Louisville. En 12.2, pont Louisville. Et puis en 12.3, étude sur la relance économique de la Montérégie économique. 12. OK. J'avais un proposant et un appuyant. Non. Oh, M. Anderson. J'imagine que ça va être 12.4. C'est la même chose, comme Caroline, nous autres, c'est pour le pont dans la Montégiroux. Pont Montégiroux. On commence à emmener
les effectifs. C'est bien. Nous sommes rendus au point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin 2020. Alors, s'il n'y a pas de modification, de correction à apporter, je recevrai une proposition d'adoption. Ça prend des personnes qui étaient présentes. M. Poirier fait la proposition, M. Redby appuie. Merci. Au point 4, période de questions générales de l'Assemblée. Alors, compte tenu de l'absence du public, toute personne souhaitant soumettre une question devait le faire au plus tard le 14 juillet 2020 à 16h30. Et nous avons reçu une douzaine de questions qui concernent le quai de Port Louis. Alors, ce que je vais demander, c'est je vais demander à M. Lantron, directeur général, de nous lire les questions et de nous dire de qui elles proviennent. Et j'apporterai des éléments de réponse. Alors, merci, Madame la greffière, Madame la préfète. Merci, Madame la préfète. Alors, c'est une situation embêtante. Alors donc, la première question nous vient de Mme Véronique Brassard-Lavoie, de M. Stéphane Tremblay, mais également de M. Éric Tremblay du Journal de Saint-François. Alors, la question se lit comme ceci. Compte tenu des projets de développement de M. Yvon Lachance et de son entreprise, soit l'agrandissement et la construction d'une marina, d'un restaurant ou d'un motel, ne serait-il pas préférable d'attendre que les plans de M. Lachance soient soumis et révisés par le comité d'urbanisme de Saint-Anicette, les résidents et les villes environnantes, pour s'assurer que ces projets sont réalistes et respectueux avant de vendre le quai? Aussi, est-ce que les études environnementales ont été faites préalablement? Madame la préfète. OK. Alors, ici, puis ça va être comme ça, je pense, un peu tout au long des questions. Il faut départager ici les projets, là, il faut départager les dossiers. C'est-à-dire, il faut départager le fait qu'il y a le quai de Port Louis et le fait qu'il y a aussi la marina de Port Louis. Le quai de Port Louis est une infrastructure qui appartient à la MRC. La marina, c'est une entreprise commerciale qui fait partie de la municipalité de Saint-Anicette. Alors, si le promoteur a des visées de développement et si des études environnementales doivent avoir lieu, alors ceci relève de la municipalité concernée et du promoteur privé. Peu importe qu'il y ait du développement concernant la marina, ou bien donc que c'est le statu quo, que la marina reste exactement comme elle est, le fait que le maire de la MRC ne désire pas être propriétaire de cette infrastructure. L'occasion s'est présentée de pouvoir transférer le quai à ce nouveau propriétaire pour la même somme lors de la cession par le fédéral en 1990, soit pour 1 $. Alors, le Conseil des maires a tout simplement saisi l'occasion et a cédé le quai de Port Louis pour la somme d'1 $. Bon. La deuxième question. Alors, la deuxième question nous vient de Mme Debbie Lee Anderson. Selon l'avis juridique obtenu par la MRC de la firme Johnson-Rainville en date du 30 juin 2020, la question se lit comme ceci. Y aurait-il lieu de consulter le public préalablement à la vente du quai Port Louis? Alors, vous avez, monsieur le directeur général, donné ma réponse qui est, en fait, on a consulté la firme d'avocats Johnson-Rainville pour être vraiment certain de la décision qu'on avait prise, puis on a obtenu un avis juridique en date du 30 juin 2020. Et selon l'article 916 du Code civil, l'article stipule qu'il n'existe aucune obligation de consultation publique pour vendre un bien qui appartient
à une municipalité. Donc, on n'a pas à tenir de consultation publique pour vendre un de nos biens. La question numéro 3, s'il vous plaît. La question numéro 3 nous vient de nouveau de Mme Debbie Lee Anderson. Y aurait-il lieu d'offrir le quai Port-Louis aux 13 municipalités locales avant la vente, telles que Saint-Anicette et Sainte-Barbe? Alors, pour la municipalité de Sainte-Barbe, ma municipalité, mon conseil municipal ne désire absolument pas devenir propriétaire du quai, ni en être responsable dans son entièreté. La raison, c'est qu'on ne veut pas taxer nos citoyens. Ils sont déjà assez taxés, on ne veut pas augmenter les taxes. En ce qui concerne la position de Saint-Anicette, il faudrait en poser la question au maire et à son conseil. Cependant, la MRC a été approchée par l'entrepreneur et unanimement, la MRC, le Conseil des maires, a décidé de vendre le quai à 1 $ avec certaines conditions. Et on l'a décidé 2 fois plutôt qu'une. Unanimement le 2 octobre 2019 et unanimement le 13 mai 2020. Question numéro 4, s'il vous plaît. La question numéro 4 nous vient de nouveau de Mme Debbie Lee Anderson. Les conseillers de Saint-Anicette n'ayant pas été mis au courant du projet de vente, est-ce que la même situation s'est reproduite partout dans la MRC? Alors ici, Mme Anderson, c'est important et même nécessaire de préciser que le Conseil des maires de la MRC est souverain et que les maires-mairesses réunis en conseil ont la responsabilité et l'autorité de prendre des décisions pour les dossiers régionaux sans avoir nécessairement l'obligation de consulter les conseillers municipaux. Il faut se rappeler que la MRC, même si elle est au service des municipalités locales, est d'abord et avant tout une municipalité au sens légal du terme. Et qu'à ce titre, elle est une personne morale ayant sa propre personnalité corporative et juridique. Question numéro 5. La question numéro 5 nous vient de nouveau de Mme Debbie Lee Anderson. Comment la MRC peut-elle démontrer qu'elle fait preuve de transparence et d'être à l'écoute de l'intérêt de la communauté lorsque toutes les décisions se passent à huis clos, incluant l'Assemblée du 15 juillet? Alors, Mme Anderson, la MRC est transparente et est à l'écoute de l'ensemble des citoyens de la MRC. La MRC applique rigoureusement les arrêtés ministériels émis par le gouvernement depuis le début de la pandémie. Ainsi, chaque citoyen qui désire communiquer avec le conseil de la MRC peut le faire par différents moyens, que ce soit par téléphone, que ce soit par courriel, au moyen du site web, par lettre. Toutes les séances publiques sont enregistrées, les questions sont lues et les réponses sont données. Le Conseil des maires de la MRC n'a en aucun moment porté préjudice à la démocratie. Au final, avec ou sans public, il revient au Conseil de décider. Ce qui est important de retenir, c'est que le citoyen a toujours eu un espace pour s'exprimer auprès du Conseil des maires de la MRC. L'exercice même auquel nous nous prêtons présentement en est la démonstration évidente. Question numéro 6, s'il vous plaît. La question numéro 6 a un volet un peu particulier. Alors, la question nous vient de Mme Ginette Cazat, qui est conseillère à la municipalité de Saint-Anicette, et elle est en copie conforme aux membres du conseil municipal de Saint-Anicette, en l'occurrence, Mme Heather Lheureux, M. Roger Carignan, Mme Sylvie Tourangeau, M. le maire Moretti, M. François Boileau, Mme Joanne Leduc, également en copie à Mme Louise Lebrun, préfète, et au directeur général de Saint-Anicette, elle m'était adressée. Alors, la question 6 se dit comme ceci. Considérant que les résidents immédiats du quai affectés directement par la décision de vente de quai Port-Louis sont opposés à cette décision, considérant que la population de la MRC n'a pas été suffisamment consultée ni informée avant la décision du Conseil des maires,
Est-ce que le Conseil des maires est prêt à prendre un recul et de suspendre le processus afin de prendre le temps nécessaire pour évaluer le projet de la marina Port-Louis et le manque d'accès au lac par la population de la MRC? Alors, Madame Cazat, le Conseil de la MRC, le Conseil des maires de la MRC n'a pas à évaluer le projet de la marina, entreprise commerciale située dans la municipalité de Saint-Anicet. Ici, là, c'est encore une fois important de ne pas mélanger les dossiers et les projets. Le projet de la marina sera étudié par le Conseil de la municipalité de Saint-Anicet. Et il y a présentement aucun manque d'accès au lac du côté sud du lac Saint-François, puisque au quai de Port-Louis, il y a un accès universel. Et d'ailleurs, le contrat notarié inclura cette clause-là, et cette clause stipule que l'accès au lac doit demeurer universel et gratuit, comme ça a toujours été dans le passé depuis au-dessus de 50 ans. Et même à cette clause, on ajoute, pour être vraiment certain, on ajoute le mot « à perpétuité », s'appliquant ici à toute entité qui succéderait d'une manière ou d'une autre au promoteur actuel. Alors, à perpétuité, là, c'est à l'infini. Il y aura toujours un accès au lac du côté sud pour les résidents de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Ça va être notarié, ça va être écrit dans le contrat. Question numéro 7, s'il vous plaît. La question numéro 7 nous vient de M. François Kenville, de Mme Sonia Saint-Pierre et également de M. Éric Tremblay du Journal de Saint-François. Pourquoi la MRC veut-elle vendre le quai Port-Louis à des intérêts privés? Quelles sont ses motivations financières si la vente se réalise pour $1 seulement? OK, fait qu'avant de donner des chiffres, j'aimerais peut-être M. Kenville et Mme Saint-Pierre vous dire que jamais la MRC n'a prétendu que le quai de Port-Louis est un facteur du déficit conjoncturel qu'elle a contrôlé depuis 2 ans. Jamais ça a été dans nos cartons de dire que le quai de Port-Louis était un facteur du déficit qu'on a connu. Maintenant, les coûts de maintenance du quai de Port-Louis sont vraiment pas très élevés. C'est un total On est à la 7. Question 7. Excusez. Parce que M. Kenville et Mme Saint-Pierre en ont beaucoup de questions. Alors, la question 7, excusez-moi, je me trompe. Là. La question 7, c'est pourquoi veut-elle vendre le quai de Port-Louis à des intérêts privés? Quelles sont les motivations financières? C'est ça? Oui. OK. Alors, les motivations financières consistent, c'est pas compliqué, à éviter d'encourir des dépenses qu'engendrerait une réparation majeure du quai de Port-Louis et d'avoir à taxer tous les citoyens de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Le gouvernement fédéral, en 1990, l'avait compris lorsque, pour $1, il en a fait la cession à la MRC. Le Conseil des maires a décidé de répondre positivement à la demande de l'entrepreneur de la marina en lui laissant le quai pour la même somme. Là, on arrive à la question 8 de M. Kenville et de Mme Saint-Pierre. Et également reprise par M. Éric Tremblay du Journal de Saint-François. Alors, la question est la suivante. Quels sont les coûts de maintenance des 10 dernières années? C'est très peu élevé, M. Kenville, Mme Saint-Pierre, très peu élevé. C'est un total de 5 320 sur 10 ans. Ça représente à peu près 532 par année. On retrouve dans le détail une facture on retrouve des factures d'Hydro-Québec pour une moyenne annuelle de 340. On a des droits annuels à payer au ministère de l'Environnement, 72 $ par année. Ça veut dire que sur 10 ans, ça a fait 720 $. Et des factures aussi pour l'entretien du système d'éclairage qui sont élevées à peu près à 1 200 en 2017. Fait que tout ça, là, ça représente à peu près 5 320 sur une période de 10 ans. C'est sûr que c'est très peu. Mais comme vous voyez que la MRC n'a pas investi beaucoup, l'entretien et les réparations sont à venir.
ça c'est évident, parce que ça fait au moins 25 ans, et sinon davantage, qu'il n'y a pas eu de réparation sur ce quai-là. Alors, voilà, je pense que j'ai répondu à la question 8. La prochaine. Alors, à la question 9, maintenant, toujours de M. François Quenneville et de Mme Sonia Saint-Pierre, également reprise par M. Éric Tremblay du journal Le Saint-François. La question se lit comme ceci. La MRC possède-t-elle un document officiel d'estimation des coûts de réparation du quai ou une demande officielle de mise aux normes? Et si oui, possède-t-elle un document officiel des coûts de mise aux normes? Si oui, on voudrait avoir une copie de cette estimation. Sinon, pourquoi vendre ce patrimoine appartenant à l'histoire des gens d'ici pour $1 seul, et ce, sans aucune garantie de faisabilité de projet et sans plan officiel? Alors, la MRC, M. Quenneville, Mme Saint-Pierre, procède par résolution et la direction générale est guidée dans ses actions par les résolutions dûment adoptées par son Conseil des maires. Alors, cette pratique est la même que celle observée dans chacune de nos municipalités locales. Aussi, il n'y a jamais eu de mandat attribué à la direction générale de la MRC pour retenir les services professionnels d'une firme d'ingénieurs pour procéder à une estimation des coûts potentiels de réparation du quai ou pour assurer la mise aux normes selon les exigences d'aujourd'hui. Et la MRC n'a pas non plus l'intention de mandater le directeur général pour effectuer un tel mandat, ni d'encourir quelque frais que ce soit à ce sujet, et ce, aux dépens des contribuables du territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Tel que mentionné, et on va le répéter, le quai est vendu pour $1 au nouveau propriétaire de la marina Port Louis afin de se départir, nous voulons nous départir de cette infrastructure pour éviter des dépenses et taxer nos citoyens. Le patrimoine, il ne disparaît pas, le quai, il ne sera pas détruit, et il existe dans le contrat diverses clauses à respecter afin de garantir l'accès universel gratuit pour l'ensemble des citoyens de la MRC, et je vais ajouter à perpétuité, pour garder le quai en bon état, il va y avoir une clause à ce sujet-là, et voir aussi à son entretien et maintenir aussi, ce qui n'est jamais arrivé avant, okay, dans jamais, maintenir l'accès aux services d'incendie de Saint-Anselme et Sainte-Barbe. Ça va être très clair, très spécifié, par contrat et physiquement sur le quai. D'ailleurs, depuis 25 ans, le quai appartient à la MRC. Il n'y a jamais rien qui a changé si on parle de patrimoine et je ne verrais pas pourquoi ce serait différent aujourd'hui alors qu'un contrat avec clause lie le propriétaire de la marina. Question suivante. Question 10 nous vient de M. François Quenneville et de Mme Sonia Saint-Pierre. Qui, parmi les 13 maires, est l'investigateur de ce projet de vente auprès du Conseil? Comment cette vente a-t-elle été conclue en octobre dernier? Alors, M. Quenneville, Mme Saint-Pierre, je vous trouve... je ne sais pas quel qualificatif vous donnez pour poser une question comme celle-là dans le qui parmi les maires. On tente de personnaliser ici un projet de marina. Je vous dirais cependant que la gouvernance de la MRC est dictée par les lois qui gouvernent les décisions et les activités de notre organisation. La MRC parle par la bouche de ses résolutions et prend ses décisions à l'unanimité ou à la majorité de ses membres. Alors, je le répète, M. Quenneville, Mme Saint-Pierre, ne tentez pas de personnaliser le dossier présent. Le propriétaire de la marina a offert à la MRC d'acheter le quai de Port Louis. Une rencontre avec le propriétaire a eu lieu au début de l'été 2019 au bureau de la MRC. Le projet a été reçu favorablement lors de cette rencontre. Le projet a été présenté au Conseil des maires. Il a été adopté à l'unanimité en octobre 2019. Tout le monde a reçu l'information. Tout le monde a eu le temps de s'informer. Tout le monde a accepté. Par la suite,
Un mandat a été donné en mai 2020 à Maître Daou, notaire, dont les bureaux sont ici à Huntingdon, pour en conclure le contrat de vente. Donc, de octobre 2019 à mai 2020, il s'est passé encore bien des mois et tout le monde ici, le Conseil des maires, ça a été encore unanime. Deuxième résolution unanime. La vente officielle n'a pas encore été ratifiée devant la notaire en date d'aujourd'hui, mais devrait se faire au mois d'août prochain, au cours du prochain mois. La question 11 nous vient de Mme Jennifer Curran, mais a également été reprise par M. Éric Tremblay du Journal de Saint-François. En référence à la vente du quai Port-Louis, quels sont les arrangements pour protéger les citoyens pour maintenir le quai accessible au public? Alors, on le répète, il y a une clause qui va faire partie du contrat notarié qui va stipuler l'accès universel, gratuit et à perpétuité à tous les citoyens, toutes les citoyennes de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Puis, je vais en rajouter. Pensez pas que c'est uniquement les citoyens de la MRC du Haut-Saint-Laurent qui utilisent cette très belle descente de bateau, cette rampe de mise à l'eau qui est unique. Ne pensez pas ça. Les gens viennent de partout pour utiliser cette rampe de mise à l'eau. Mais nous, le contrat va vraiment stipuler l'accès universel, gratuit et à perpétuité pour tous les citoyens de la MRC du Haut-Saint-Laurent. La dernière question, M. Lampon. La question 12 nous vient de Mme Jennifer Curran. Elle se dit comme ceci. Si la servitude de la gratuité à perpétuité est indiquée au contrat de vente, que va-t-il arriver avec les conditions suivantes? Si M. Lachance fait faillite et que le quai se retrouve aux mains des créanciers, si M. Lachance décide de revendre le quai, si M. Lachance n'effectue pas des travaux de maintenance pour conserver le quai en bon état, et qui aura la priorité pour utiliser la descente de bateau entre le public, les services d'urgence et les citoyens? OK. Alors, Mme Curran, on va commencer avec si M. Lachance fait faillite, le quai se retrouve aux mains des créanciers. La servitude, la gratuité, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Ben, c'est des clauses au contrat qui continuent de s'appliquer. C'est à perpétuité. Pour la question B, s'il décide de revendre le quai, c'est les clauses au contrat qui s'appliquent. C'est le quai, accès universel, gratuit, à perpétuité. La question C, si M. Lachance n'effectue pas les travaux, s'il n'effectue pas les travaux de maintenance pour conserver le quai en bon état, alors s'il y a un non-respect des clauses pour l'entretien, qui vise l'entretien, j'imagine qu'il va se voir remettre un avis par la municipalité de Saint-Étienne, puisque le quai sera la propriété de la marina de Port-Louis, marina située dans la municipalité de Saint-Étienne. Et en D, qui aura la priorité pour utiliser la descente de bateaux entre le public, les services d'urgence, les citoyens? Bon. Mme Curran, la priorité sera la même que par les années passées. Okay? C'est certainement pas la MRC qui a géré les allées et venues des bateaux, des services d'urgence et des services d'incendie au cours des 30 dernières années. Ça fait que je pense qu'il n'y aura pas rien qui va changer. C'est-à-dire que ça va être le premier arrivé, premier mis à l'eau. C'est comme ça que ça se passe dans les marinas où il y a des descentes de bateaux. Par ailleurs, il est évident que lors des événements impliquant les services d'urgence, que ce soit la police, que ce soit les ambulanciers, que ce soit les services d'incendie, les premiers répondants, le quai est alors sous la juridiction de ces services-là. Ça a toujours existé de cette façon. Les plaisanciers, ce sont des gens civilisés, ils prennent leur tour, ils attendent, puis ils descendent chacun leur tour. Au cours des 25 dernières années, Mme Curran, la MRC n'a jamais eu à intervenir. Le tout, c'est très bien géré par les plaisanciers et, on ne sait pas, mais peut-être même par les propriétaires de la marina à l'époque.
Donc, j'imagine aussi que les propriétaires, nouveaux propriétaires de la marina, vont voir à ce qu'il y ait une harmonie, qu'il n'y ait pas de congestion à cet endroit. Oui, j'ai M. Moretti qui demande la parole. Merci beaucoup, Mme la Préfète. Je veux juste souligner quelque chose, référence si la personne qui fait faillite. Vous pouvez parler un petit peu plus fort. J'aimerais souligner, si la personne qui fait faillite, par la loi, j'aimerais qu'on mette dans la clause, si la personne qui fait faillite ou décide de revendre, que la MRC a le premier droit de refus. À ce moment-là, il y a une jurisprudence dans cette infrastructure-là supralocale. Et deuxièmement, référence, l'entretien d'un quai, c'est le ministère fédéral de la pêche qui est responsable, non le municipalité, et aussi le ministère de la Faune du Québec qui est responsable pour les inspections. OK. C'est ce que je voudrais ajouter. Donc, M. Lachance, vous allez le mettre au courant? Vous allez le mettre au Il a courant? été informé. Il est informé, c'est parfait. M. Dagenet? La même chose au point 12, question 12, on va le faire au point C. Est-ce que c'est une servitude que la MRC demande? Oui, c'est une servitude que nous allons notarier. Une servitude, il faut donc déterminer le terrain dominant, le terrain dominé, les conditions de la servitude et la perpétuité de la servitude. La servitude? Bon, mais une fois que la servitude est créée, après ça, si elle n'est pas observée et qu'il y a contestation du fait qu'elle n'est pas observée, là, c'est plus à la MRC d'intervenir, c'est à la Cour d'intervenir. Oui, exact. La MRC, là, une fois que la servitude est créée, la MRC, on n'est plus là. On n'est plus là. Sauf s'il y a une clause de droit de premier refus. Puis là, une clause de droit de premier refus, ça veut dire qu'on reprend la propriété en cas de faillite. Pour refuser. Oui, on peut la refuser également. On peut la refuser également. L'investigation, la commission municipale a bien dit, une MRC au municipalité peut refuser le premier choix. Elle n'est pas obligée De l'exercer. de l'exercer à ce moment-là. Mais là, moi, j'ai besoin d'une orientation à cet égard-là. J'ai besoin de savoir si vous êtes d'accord avec une telle clause. Parce que la possibilité, elle est là. En mettant ce clause-là, Gino Moretti, maire de Saint-Hyacinthe, en mettant ces indices-là, ça ne nous enlève rien administratif. Indépendant que le conseil futur est dans la décision, indépendant c'est quoi la situation financière, ça pourrait facilement justifier reprendre ou pas reprendre. C'est dans le futur, il faut regarder le futur. J'aimerais, je sais pas, on va en jaser, oui, on va en jaser. Là, j'ai M. Dagenet puis j'ai Mme Cameron. Je suis d'accord avec lui. Ah, OK, allez-y. Elle dit que qu'est-ce que dit est d'accord. Ah, vous êtes d'accord, OK. Ouais, non. Est-ce que ça va stipuler le contrat là, que le propriétaire, la servitude qu'il donne va s'arranger pour tenir les vues dans le bon état? Ah oui, bien ça, les clauses vont être mises là. Ça, c'est prévu dans la décision qu'on a prise au mois de mai dernier. Là. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est le droit de premier refus. Ça, ce n'était pas prévu, ça, c'est du nouveau. Là. Ouais. C'est pour ça que je demande le consentement, parce que là, on ajoute un élément nouveau. Là. Oui. C'est ça. Là, j'ai M. Moretti qui veut prendre la parole. Si je peux répondre à votre question, dans son plan, le propriétaire, il y a une partie jaune spécifiquement pour les coupures d'urgence, pour s'installer, pour garder cette servitude-là ouverte pour les mesures d'urgence. Arrêtez, on n'a même pas besoin de le dire. Oui, c'est comme l'incendie dans une maison privée. À partir du moment où il y a un incendie, la maison devient propriété du service d'incendie. C'est pas dans la maison, une maison, c'est un bien qui appartient à personne. Le quai, c'est un poste ou le poste de commandement pour la coordination d'un sauvetage nautique, mais pas pareil. Ouais, il y a peut-être des normes. C'est des cas de nuances. Est-ce que j'ai des réactions concernant la suggestion de M. Moretti pour ajouter au contrat la clause de premier refus? Allô? André Brunette, maire d'Huntington. Alors, je pense que la proposition de Gino, elle est excellente. Ça ne nous engage pas dans un futur. Peut-être on ne sera même pas là, mais ça n'engagera pas absolument aucun achat.
Et le conseil de l'époque, dans un futur, il décidera s'ils veulent le racheter ou non, si jamais que la personne qui est propriétaire fait faillite. Je pense que même que Danton Héréville a fait une recommandation en ce sens. Oui. Oui. Oui, oui. Il y a dans un rappel, il a fait la recommandation aussi dans le troisième page. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, Oui. vous ne voyez pas. Oui, ça ne nous engage pas, Madame la préfète. Non, mais comme présidente, je dois vérifier si tout le monde est d'accord. En fait, ça ne vous engage pas, vous avez raison. Brunette, c'est pas un engagement formel, mais tout dépendant des gens qui vont être là. Peut-être qu'ils n'auront pas d'historique à l'effet de savoir pourquoi on a fait ce geste-là. Dans quelle situation on était et où est-ce que ça nous mène. Et ça, ben, tu sais, j'ai toujours un petit peu de difficulté avec un étude démocrate. Les deux, on est obligés de le réaliser. Ça, je veux le conçoit, là, bon. On n'est pas obligé de l'accepter. C'est comme n'importe quelle succession, on n'est pas obligé de l'accepter. C'est un droit de premier refus. La seule affaire que je dis, c'est que si ça se produit, ben, on va croiser les doigts en espérant que les gens prendront la bonne décision. Mais bon, il faut espérer que ce n'est pas de manière que ça ne va pas. Mais je pense qu'ils n'ont pas raison. Oui. Je pense qu'à ce qu'on pourra aussi rajouter, c'est notre municipalité de Saint-Augustin. Ben, moi, je serais d'accord pour dire que le droit de premier refus Ça serait la municipalité de Saint-Augustin. Ça, j'achèterais. Moi aussi. Moi aussi. Le droit du premier refus, si, admettons, M. Lachance fait un approche pour faillite ou quelque chose, ce serait la municipalité de Saint-Augustin. Parce que ça va avec le conflit. À ce moment-là, ça veut dire qu'on est intervenante au contrat de la municipalité de Saint-Augustin. Parce que là, vous êtes donné par ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Ça, j'achète. 100 000 €. Le conseil est correct, d'accord avec ça? Oui. Je représente. Et la municipalité de Saint-Anicet, à ce moment-là, là, c'est un élément nouveau que je vais donner à la notaire demain. Là, vous allez agir comme intervenante au contrat. Okay. Tout le monde d'accord avec ça? Premier truc, OK. C'est bon? Alors, nous sommes rendus au point 5 de l'ordre du jour, présentation, c'est sans objet. Au point 6, aménagement du territoire, il n'y a pas de dossier à présenter. Au point 7, administration générale, en 7.01, les factures. 7.01.1, je vais aller à l'ordinateur, c'est l'autorisation de paiement de facture pour la coopérative d'information municipale pour le mois de juin 2020. Il s'agit ici de recevoir une proposition pour faire le paiement au montant de 46 932,99 et d'autoriser le directeur général à réclamer auprès des municipalités participantes proposé par M. Brooks, appuyé par M. Lapierre. En 7.01.2, c'est l'autorisation de paiement de facture sur les routes du Saint-Laurent pour le mois de mai 2020 au montant de 3 000 $. M. Dagenet en fait la proposition et M. Poirier appuie. 7.01.3, l'autorisation de paiement de facture à Taxi Armstrong pour le mois de mai 2020. Secteur Ouest 5210 et 66. Secteur Est 4571, ça commence à se ressembler. Donc, pour un montant de 9 311,37 taxes infuses proposées par M. Moretti et appuyées par M. Respire. J'aurais une question. Question, M. Brunet? Oui, j'aurais une question. Considérant que la COVID-19 nous affecte tous dans notre transport, justement, sur les routes du Saint-Laurent, taxi, est-ce qu'il y a moins d'achalandage? Est-ce qu'on a des statistiques? Oui, on a des statistiques comparatives maintenant, là, puis ça a diminué de 60-70% selon les mois. Là. Merci. À partir du mois de mars, là, on voit une baisse dramatique. OK. 7.01.4, PG Solutions, c'est le logiciel
pour la Cour municipale. Ça, c'est pour le mois d'août, au montant de 1593,37, proposé par M. Moretti et appuyé par Mme Gagnon. 7.01.5, autorisation de paiement de facture, le fauchage du parc régional aux entreprises Marc-le-Duc. La première coupe a eu lieu entre le 18 et le 26 de juin. Et la facture s'élève à 13 337,10. Taxe incluse, M. Bourque en fait la proposition et c'est appuyé par André Brunette, maire d'Huntington. Merci beaucoup. 7.01.6, une facture de Waste Management Incorporé pour le mois de mai 2020 concernant le contrat de transbordement, transport et élimination des résidus domestiques au montant de 33 696,40. Madame Stewart en fait la proposition? Yes. Madame OK. Stewart. OK. Et c'est appuyé par Madame McKell. OK. 7.01.7. Paiement de facture à Géomont. Géomont a réalisé le projet de couverture de photographie aérienne sur l'ensemble du territoire de notre MSO au printemps 2020. Et là, il soumet une facture au montant de 5 624 et un sous, taxe incluse, qui correspond à 50 du projet. Alors, il s'agit de recevoir une proposition ici pour en faire le paiement. M. Reddy fait la proposition et c'est appuyé par M. Moretti. 7.01.8, Paul Lapp nous soumet une facture concernant le projet de travaux d'entretien du cours d'eau McClintock à Horntown et à Saint-Stanislas. C'est effectué l'élaboration des plans et des devis techniques. Et il a donné un avis là-dessus. Et la facture est au montant de 5 772 et 3 sous taxes incluses. Prendre note que la municipalité dans le centre sera facturée à 94,6% et la municipalité de Saint-Stanislas à 5,4%. M. Lapierre en fait la proposition et c'est appuyé par M. Poirier. 7.01.9, une autre facture pour M. Lapp concernant les travaux d'entretien du cours d'eau Lévis à Abla au montant de 869,21, taxes incluses, proposé par M. Anderson, appuyé par Mme Cameron. 7.1.10, une autre facture pour M. Lapp concernant les travaux d'entretien du cours d'eau Lauzon à Sainte-Barbe au montant de 2 245,3. Sainte-Barbe va être facturée à 100%. M. Lapierre fait la proposition, M. Moretti appuie. 7.01.11, une facture de Walter Kluwer. Comment on prononce ça, Mme Cameron? Kluwer? Non, OK, c'est correct. C'est pas grave. C'est pour le renouvellement d'abonnement à droit municipal, principes généraux et comparatifs Internet pour la période du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021, un an. Attendu que cette publication est une ressource très utile au niveau de la législation municipale. Il s'agit d'autoriser le paiement de la facture montant de 976,14, taxes incluses. Alors, c'est proposé par M. Moretti et appuyé par André Brunette, maire de la ville Huntington. Merci. 7.02, les contrats. 7.02.1, attribution de contrat vérificateur externe. D'attribuer le contrat pour service de vérificateur externe à Goudreau Poirier Incorporé, de gré à gré, pour les audits des exercices financiers au coût de 37 941,75 pour les audits des opérations liées au développement économique au coût de 12 072,38 et pour remplir le formulaire du MAMACH au coût de 6 898,50, taxes incluses, et ce pour les années 2020, 2021 et 2022. Question, M. Lapierre. Qui indique possiblement que le 2019 est terminé. La vérification de titre?
Oui. Non, c'est pas terminé encore. J'ai eu une nouvelle hier, donc, puis ça va être prêt pour le mois de septembre. OK. Alors, j'ai aussi hâte que les autres les voir en passant. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rigby et... M. Deborah Poirier. Stewart, Mayor of Elgin. Merci, Deborah. Alors, C'est Mme Stewart qui appuie. OK. Et en 7.02.2, on va nommer un vérificateur externe. Alors, et la proposition ici est de nommer la firme Goudreau-Poirier pour les mêmes années, soit 2020, 2021, 2022, Mme Cameron et M. Anderson. Au point 8, la gestion des matières résiduelles. Alors, c'est d'accepter que la MSC se porte formellement partie à titre de délégataire à une entente avec une municipalité locale de Godmanchester, Saint-Anselme, Dundee, Alway, Saint-Sacrement, Havelock et Huntingdon, aux fins de préparer les documents de l'appel d'offres regroupés pour les municipalités délégantes, de demander des soumissions et d'adjuger le contrat pour les services qui seront décrits dans les documents de l'appel d'offres intitulés « Appel d'offres regroupés pour le transbordement et l'élimination des déchets ». Et la même proposition est à l'effet que le Conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-Laurent accepte la délégation des municipalités du seul pouvoir de demander des soumissions et d'adjuger pour elles et en leur nom les contrats y afférents et dégage sa responsabilité contractuelle envers les soumissionnaires et de toute responsabilité ou acte pouvant en découler. Un proposeur, Mme Gagnon, fait la proposition et c'est appuyé par M. Poirier. Merci beaucoup. Au point 9, ressources humaines, projet d'organigramme. Alors, le directeur général nous a déposé un nouveau projet d'organigramme du plan d'effectifs, lequel est joint. Vous avez une série, une chronologie en fait de nos résolutions concernant le plan d'effectifs. Et vous avez aussi l'organigramme qui était joint. Alors, je recevrai une proposition afin d'adopter le nouvel organigramme de la MRC du Haut-Saint-Laurent tel que déposé en annexe A de la présente, avec effet à compter du 20 juillet 2020. J'avais une question là-dessus. Je reviens au commentaire de M. Moretti tantôt. Là. Souhaitez-vous qu'on retire le rectangle qui liste tous les comités ou on le maintient? Moi, j'ai toujours pensé que le plan d'effectifs ici concernant vraiment le plan d'effectifs au niveau de l'administration. Moi, j'ai pensé que c'était... Il y a deux conceptions là-dedans. Là. Oui. Je suis d'accord aussi avec Gino. Il ne faut pas ma perception, Gino Martinez, ma perception stratégique opérationnelle. Un comité, c'est opérationnel, non stratégique. Et un comité, c'est toujours de faire des propositions aux membres du conseil. Et pour moi, un comité ne devrait pas le faire dans l'organigramme. Il peut pas avoir une note pour dire que les conseils font partie de 5 comités. Mais l'organigramme, pour moi, c'est stratégique, gouvernance. Alors, on va le retirer. C'est ce que je fais. C'est bon. OK. De confirmer la nomination de Mme Annick Lacroix au poste de coordonnatrice au transport collectif et adapté et aux communications, avec effet à compter du 20 juillet 2020. De confirmer la nomination de Mme Iris Delagrange au poste de coordonnatrice au développement économique et social, avec effet à compter du 20 juillet 2020. De confirmer la nomination de Mme Nancy Brunel au poste d'agente au développement culturel, avec effet à compter du 20 juillet 2020. D'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier, M. Laurent Lampron, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces nouvelles affectations à partir du 20 juillet 2020, y compris sur le plan de la rémunération s'il y a lieu, et d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier à publier le dit organigramme au site web de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Proposé par M.
Rugby et appuyé par M. Lapierre. Au point 10, développement économique, social et culturel. 10.1, projet artistique intermunicipal, le circuit des Pépillons. Alors, la MRC a toujours la volonté de développer des nouveaux projets culturels en collaboration avec l'ensemble des municipalités locales du territoire. Il y a le projet des Pépillons, le circuit des Pépillons. Ça a été inspiré d'un projet qui a été lancé, je ne sais pas, dans la municipalité de Franklin. Bon. OK. Et on pense que ce projet-là, si on en faisait la promotion, ça profiterait à tout le territoire, à l'ensemble du territoire. Et de plus, ben, si on accepte ce projet-là, ben, ça va soutenir un jeune artiste qui est dans la région de M. Dagenet, qui est dans votre municipalité, M. Dagenet, à Saint-Chrysostome. Et ben, ça permettrait de créer un emblème et un circuit touristique à court terme. Et ça serait la promotion des producteurs et commerçants de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Et d'ailleurs, Mme Brunel a consulté plusieurs coordonnateurs culturels des municipalités, par exemple, d'Ormston, Saint-Anicet, Franklin, Hawick, Saint-Sacrement, Sainte-Barbe, et tous ont recommandé de procéder au lancement, il y avait ça, un lancement médiatique simultané. Alors, vous avez devant vous une proposition afin d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier à permettre la mise en œuvre du projet des Papillons, réalisé en collaboration avec certaines municipalités locales. Et ce projet-là est estimé à environ à 10 500 taxes incluses, puis ça serait pris à même le volet de développement culturel, politique culturelle du budget de 2020 de la MRC. M. Dagenet a fait la proposition, et M. Poirier appuie. Et je tiens à dire que ce poste budgétaire-là, ce sont des fonds qui viennent du phare. Oui. Pour des régions de la C'est ça, comme une subvention. Au point 11, demande d'appui, il n'y a rien à signaler. Au point 12, en 12.1, résolution de la ville de Huntingdon. Alors, concernant son... je ne sais pas, là, je la cherche, devant le... Et concernant le quai de Port Louis, l'opposition... Alors, ouais. Ici, opposition à la session du quai régional de Port Louis. Alors, nous l'avons bien reçu, nous en prenons acte, ça sera dans les archives. Au point 12.2, le pont Woodville, Mme Cameron. J'ai téléphoné chez Sylvain Carl dans le bureau de Serge Medel pour demander ce qui arrive avec le pont de Woodville. Puis il a dit que l'environnement a fait un stoppage encore, une alerte encore pour le pont. Puis j'ai dit, écoute, c'est déjà très fin, puis on a besoin de ce petit pont-là. Le pont est correct, mais c'est juste les approches qui sont pas bonnes. Puis il a dit qu'il irait à Québec le jeudi de semaine même. Puis il avait une réunion avec le ministre de l'Environnement. Puis il a dit il pourrait me téléphoner vendredi après son journée à Québec. Puis il a téléphoné, puis il a dit que il a parlé avec le ministre de l'Environnement, puis ils ont laissé faire. Des choses qui pensaient que... Ils ont stoppé d'autres Il a dit que c'est correct maintenant, ça peut continuer. Alors, ça va à l'appel d'offres, puis après ça, il va engager un contracteur, puis peut-être que ça va commencer au mois d'octobre. Oui, parce que la dernière fois que vous nous avez parlé de ça, Mme Cameron, c'était comme... C'était supposé être fait... Mais ils ont fait un arrêt, le ministre de l'Environnement. Je ne sais pas pourquoi. La COVID.
Non, c'est l'an Avec le passé. COVID. L'an passé. C'est l'an passé quand c'est fait stopper. Ah, Non, ah, c'est la deuxième stopper. C'est le deuxième stoppage. Là, il avait dit qu'il y avait encore la même chose, mais que là, quand il était à Québec, il a dit, il n'a c'est fini, ils vont aller de l'avant. Ils vont aller là-bas. Vous n'avez pas l'air de croire ça ben, là, vous, là. Non? Monsieur Lapierre? Oui, ben c'est ça. On avait une rencontre avec les gens du ministère des Transports. Parlez Et, fort, Monsieur Lapierre. on avait une réunion avec les gens du ministère des Transports et Mme Isabelle lundi matin. Et autant où nous, on s'était refusé sur le mandat, autant où ils nous ont dit que le fonds de développement était fait. OK? Fait que non, mais c'est bien parti. C'est pour ça que je peux le faire. Je pense que ils vous ont mis sur la liste. OK? Au moins, vous êtes sur la liste. Nous, ils nous ont confirmé qu'on était pas sur la liste. Et au moins, sérieusement, ils ont dit que, bon, effectivement, le pont, lui, avait été ajouté à des travaux de la part. Et en tout cas, au moins, vous n'avez jamais de garantie tant que c'est pas Non, fait, non, mais non. c'est bon signe. Mais le deuxième pont dans le MRC, c'est de Havre, puis c'est des boches. On n'a pas entendu parler Monsieur Anderson, avec le pont de Montégiroux dans le pont. Ah, ben, regarde, là, je suis désolé, parce qu'il y avait un entre les deux. Ouais, On va changer l'ordre, on va changer l'ordre. Le bacon du pont. Nous autres, l'an passé, il aurait dû, il était accordé, en théorie. Puis quand il est venu le temps pour la période, il n'y avait pas assez de ceux qui surveillent au niveau du ministère, il était en carence de personnes qui peuvent vérifier les travaux. Fait que ça a été éloigné pour être repris de bonne heure cette année en disant le contrat a comme pas été fermé. C'était tout simplement les dates qui peuvent faire des interventions. Puis on avait eu, il y a 3 mois que ça va se faire à partir du mois d'août. Puis en même temps que, en tout cas, ça a donné qu'on s'est parlé, il me dit, moi, je l'appelle tout de suite Mme Cameron après, parce que DeWitt-Bill, il vient d'être jamais. Mais je savais, il dit, tu vas le savoir avant elle, mais il m'avait parlé. Mais le gars a commencé déjà à emmener les instruments, puis il a loué, c'est tout, ça va se faire. 1er août. Bon, allez, merci, on va... 3 ans de fermeture. On règle des ponts, des quais, on fait toutes sortes de choses. Bon. Le point 12.3, étude de la relance, sur la relance économique. C'est des projets de relance économique pour la région de Montérégie. Vous Alors, avez le document là, qui était... c'est ça, on vous remet copie du document que Montérégie économique a déposé ce matin même, je pense, auprès de la ministre du Développement économique régional, Mme Marie-Ève. On se souviendra que Marie-Ève avait enclenché un processus de consultation auprès de toutes les régions du Québec pour identifier 3 priorités par territoire administratif. La Montérégie avait été sollicitée pour identifier ces 3 priorités de la Montérégie. Ici même, le 1er juillet, une petite rencontre préparatoire avait été organisée pour permettre à Mme Lebrun de développer des argumentaires. Et là-dessus, on peut dire que certains des argumentaires ont été repris. La culture, mettons, comme la culture en serre. Non, par exemple, la CPTAQ. Ah oui, à la ouais. page 19. À la page 19, Ouais. là, dans la modernisation de la réglementation, on se rappellera que lorsqu'on avait tenu cette conférence ou rencontre du 1er juillet, là, du côté de Homestown, on avait suggéré qu'on modernise toute la réglementation concernant la Commission de protection du territoire agricole. Donc, on retrouve ça en agrotourisme, là, page 19. La question de l'article 22 sur la loi de la qualité de l'environnement, Mme Cameron vient d'y référer avec le port de DeWitt-Bill. Alors, on est également là. Et aussi, il y a toute une section sur l'agrotourisme qu'on retrouve aux pages 26 et 27. Là. Mais évidemment, c'est d'un point de vue montélégien, non pas seulement au Saint-Laurent. Alors, ça c'était très clair, les consignes. Hein?
On a été entendu sur ces trois aspects-là tout au moins. Pour le reste, on s'inscrit dans le mouvement plus large de Montérégie. Félicitations, ça c'était M. Brooks qui avait trouvé effectivement de dire, écoute, la loi du territoire agricole, c'est une loi qui date déjà de 1978 et qui, effectivement, à l'intérieur de ça, couvre un one size fit all. Donc, c'est toutes les terres. M. Brooks est arrivé avec une recommandation, en tout cas avec une vision un petit peu différente en disant il y a de la terre pour la grande culture et il y a de la terre boisée. Okay? Et possiblement que les deux ne requièrent pas tout à fait la même réglementation parce qu'on pourrait peut-être utiliser l'un l'autre. Et honnêtement, c'est peut-être une nouvelle vision qu'il va falloir commencer à regarder. Moi, je trouvais que l'idée était géniale. Je pense à tout ce qui se passe chez vous, ce que Brick 66. C'est ça, c'est exactement ça, mais aussi à d'autres choses, des circuits touristiques dans le bois ou des choses comme ça. Puis, il y a beaucoup de choses à faire si jamais, effectivement, ça passe. Mais si on n'était pas stupide, on laissait les arbres dans les places où il y avait beaucoup de roches. Non, mais vous allez totalement. C'est beau constat. Oui, allez. Mais c'est ça la réalité. Et c'est un one size fit all. Ça marche pas le one size fit all. Monsieur Brooks? À la page 31 du même document, on fait aussi mention des facteurs clés de succès pour le réseau des marchés publics. On dit que la modernisation de la loi sur la protection du territoire agricole et le mécanisme d'autorisation, c'est vraiment C'est tout ça, ça qui va c'est ça. faire une différence. C'est partagé par beaucoup dans la Montérégie. Ça, là, c'est rendu un mouvement. Là, je pense qu'il va se passer quelque chose à ce niveau-là. Ouais. Okay. Si vous êtes d'accord, j'ai complètement oublié d'ajouter quelque chose au début à l'ordre du jour. Alors, moi, je vous demanderais si le proposeur, l'appuyeur sont d'accord à l'ordre du jour de rajouter un point 12.5 qui est la résolution de la municipalité de Franklin qui demande d'appui auprès de la MSC du Haut-Saint-Laurent avec le respect des exigences liées à la COVID-19 et leur gestion par les instances du gouvernement du Québec. Fait qu'au moins de le mettre à l'ordre du jour pour qu'on en accuse comme la réception puis le dépôt dans nos archives. Ça vous va? Oui. OK. Au point 13, Varia, il n'y avait rien à signaler. 14, questions d'assemblée, il n'y a rien à signaler non plus. Au point 15, clôture de la séance qui est proposée par M. Rugby et appuyée par M. Dagenet. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci.